Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de la séance 2 qui va concerner les parties prenantes internes. Donc, quand on évoque les parties prenantes internes, on parle précisément des actionnaires, on parle du dirigeant qui a été mandaté par les actionnaires, on parle des salariés qui sont managés par le dirigeant, et on parle également des prêteurs, c'est-à-dire des apporteurs de capitaux externes qui permettent de financer l'activité de l'organisation. Donc concernant les actionnaires, ils le sont parce qu'ils ont apporté un capital, qu'il soit numéraire ou en nature au moment de la constitution de l'entreprise, mais également au cours de la vie de l'entreprise. On peut devenir actionnaire et accéder au capital de l'entreprise finalement à n'importe quel moment de sa vie, notamment pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Les actionnaires sont associés à l'objet final et donc ont un objet commun qui est celui de l'entreprise. Quand on parle de SARL notamment, eh bien, il s'agit là de parts sociales. Les associés disposent de parts sociales et non pas d'actions. Les actions sont réservées aux sociétés de capitaux. Or, les SARL sont plutôt des sociétés de personnes. Les actions sont rémunérées donc en dividendes et le fait d'être majoritaire ou minoritaire au board d'une entreprise, c'est le fait de détenir des droits de vote qui sont attachés donc aux actions et qui permettent de voter la stratégie dévolue à l'entreprise. Et les actionnaires donc s'expriment à travers des organes de contrôle que sont le conseil d'administration ou le conseil de surveillance en fonction du mode de gouvernance qui a été choisi. Et ils s'expriment également à travers le comité de rémunération puisqu'ils sanctionnent la rémunération ou en tout cas les bonus des différents dirigeants en fonction des résultats et de l'atteinte des objectifs. Le comité social et économique sur lequel nous reviendrons est la nouvelle instance représentative du personnel. Il existe également des contrôles de gestion interne, donc des fonctions de contrôle de gestion interne à l'entreprise qui vérifient un petit peu les méthodologies, les process et font remonter les informations financières internes à l'entreprise. Les grandes entreprises cotées ont aussi recours à un audit légal qu'on appelle commissariat aux comptes ou un audit privé proposé par des grands cabinets de conseil en stratégie. Et cela permet donc d'avoir une garantie sur la qualité de l'information financière délivrée ou communiquée par l'organisation de l'entreprise. Et enfin, l'Assemblée générale, une fois par an, regroupe les actionnaires qui vont ensemble décider de la stratégie et sanctionner les résultats les résultats de l'année. La gouvernance d'entreprise, pour bien la comprendre, doit s'entendre dans un environnement plutôt large qui consiste à coordonner les différentes parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Là, sur le schéma, vous avez des parties prenantes externes qui concernent le marché, par exemple, ou les opportunités. On peut imaginer que les ventes aussi sont un petit peu à l'extérieur, un petit peu comme le client, mais c'est la dimension de la gouvernance d'entreprise qui doit marier un petit peu des intérêts divergents et contraires. En tout état de cause, c'est un système de coordination qui va chercher un équilibre entre les différents facteurs d'influence à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, et jouer en fonction évidemment du poids des parties prenantes. Ça, c'est donc le rôle du dirigeant qui est nommé directeur général ou président directeur général en fonction de ses situations au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. En tout cas, sa mission, c'est de mettre en musique une stratégie sur le terrain, donc d'être opérationnel. Et il a reçu mandat pour atteindre des objectifs qui vont servir et ses intérêts, on l'espère, et surtout les intérêts des actionnaires. Donc c'est ce que je vous invite à découvrir à travers le clip suivant qui met donc en œuvre. Je m'appelle Philippe Georges et avec mon frère Christophe, nous présidons le groupe Yachty Success.
qui est un groupe créé par ma mère. Nous sommes une entreprise familiale en 1973, il y a 45 ans, dans les secteurs de la parfumerie sélective, de l'institut de beauté et de la parapharmacie. Pourquoi rejoindre une entreprise comme la nôtre? D'abord parce que, après 45 ans d'existence, nous avons trouvé notre pérennité. Et puis parce que, avant tout, pour développer une entreprise, il faut être sur le terrain. Et sur le terrain, nous avons beaucoup d'animateurs de réseau, de formatrices, d'esthéticiennes selon les métiers, qui accompagnent l'ensemble des 250 partenaires franchisés qui font nos différents réseaux sur nos enseignes, Beauty Success, Aesthetic Center, les parapharmacies Tanguy, Beautiful Days, qui est un réseau d'instituts de beauté naissants, et enfin notre enseigne orientée vers les millennials qui s'appelle Beauty Sisters. Qu'a-t-on à vous offrir? On a à vous offrir de la pérennité, je pense du sérieux, du respect. Je pense qu'on doit inspirer par la durée la confiance et le fait de savoir quelles sont nos difficultés, de bien vous comprendre, parce que nous-mêmes, nous sommes dans le même cas de figure. Nous avons commencé tout petit il y a 45 ans, et aujourd'hui, nous partageons la réussite du groupe avec les 2500 personnes qui font les entreprises, les 250 entreprises fédérées derrière nos enseignes. Donc je pense que tout ceci s'est construit dans la durée et présente des preuves d'accompagnement, de proximité, de qualité et de confiance que je pense que l'on mérite. Donc après les dirigeants qu'on a vus donc nombreux, hein, quand on parle de dirigeants, il ne s'agit pas uniquement des grands dirigeants dont on parle à la télévision, mais des nombreux dirigeants des TPE et PME françaises. On parle également des salariés qui ont donc des intérêts parfois divergents avec les dirigeants, d'où cette petite illustration qui, pour moi, était relativement parlante. Aujourd'hui, ces salariés, comme on l'a vu tout à l'heure, sont représentés dans leurs échanges avec les dirigeants par le comité social et économique. C'est un comité qui va remplacer toutes les instances représentatives qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc du comité d'entreprise aux représentants de la section syndicale, et ça doit être mis en application dans les entreprises françaises avant, au plus tard pour le 1er janvier 2020, c'est-à-dire très bientôt en ce qui nous concerne. À la suite des salariés, comme partie prenante interne, on trouve les prêteurs, donc les apporteurs de capitaux externes, qui là, eux aussi, ont misé sur l'entreprise, l'ont accompagné dans son financement et s'attendent à un remboursement évidemment de leur investissement avec des intérêts et plutôt élevés, ces intérêts. Donc on trouve ces prêteurs sous plusieurs formes. D'abord, la forme la plus amicale qu'on appelle le love money, c'est l'argent des proches, ceux qui, dans la famille ou les amis du porteur de projet ou du créateur d'entreprise ont bien voulu croire en ce qu'il faisait. Les business angels qui sont un petit peu, j'allais dire, dans la même veine, dans la même philosophie, même s'ils ne connaissent pas nécessairement le créateur d'entreprise, ils sont là pour accompagner son effort et lui proposer des prêts à taux zéro, organiser des concours de façon à ce que les meilleurs projets remportent des bourses et des primes permettant d'abonder le capital. On trouve évidemment la banque qui là pour le coup est nettement moins philanthrope et a évidemment des attentes en termes de rentabilité, de remboursement d'investissement qui sont faciles à comprendre. Et enfin, le capital risque qui est là pour plutôt tenter des coups. Donc on a affaire à des investisseurs plutôt chevronnés et expérimentés qui essayent de chercher la petite entreprise qui deviendra ensuite start-up et pourquoi pas une licorne leur permettant de réaliser un gain d'investissement plutôt très important. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la séance numéro 3.